A warm welcome to this closing event. Une chaleureuse bienvenue à cette clôture de la première réunion annuelle de l'Alliance mondiale des réseaux régionaux de femmes médiateurs. Je suis Itonde Kakoma, je suis directeur de la direction au CMI et j'ai le grand honneur et le privilège de modérer ce dialogue virtuel ou numérique sur la paix, la sécurité et les femmes pour sortir des sentiers battus. L'Alliance mondiale des réseaux régionaux de femmes médiateurs a été lancée officiellement en 2019 et c'est un mouvement mondial visant à renforcer la participation et l'influence significative des femmes dans les processus de paix à tous les niveaux. Elle comprend 5 réseaux régionaux de femmes médiateurs qui comptent ensemble plus de 100 membres dans le monde entier. Vous pouvez le voir sur l'écran, sur la carte derrière moi. L'événement d'aujourd'hui est axé sur la mise en œuvre future du programme Femmes, Paix et Sécurité dans la médiation et pour sortir des sentiers battus. Telle est la question. Donc, comment sortir des sentiers battus? L'auditoire aura également l'occasion de contribuer à la discussion par le biais de sondages et de questions. En fait, vous voyez déjà là, dans un moment, le premier de ces sondages et ses résultats seront discutés plus tard dans le cadre du programme d'aujourd'hui. Le sondage vous demande d'identifier les tendances les plus significatives qui définiront les 20 prochaines années de femmes, paix et sécurité dans la médiation. On reviendra à ces résultats en bref. Notre thématique aujourd'hui ne pouvait être plus actuelle, car la semaine prochaine marquera le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Et ces réseaux de femmes médiateurs se sont réunis sur une série de thématiques sur l'avenir de ces réseaux. Et nous verrons quelles seront les recommandations qui apparaissent de ces délibérations et de ces discussions. Nous aurons ensuite une table ronde avec les principaux décideurs politiques et les membres des réseaux régionaux pour discuter de ces idées et de ces recommandations. Je voudrais inviter mon collègue ici à se joindre à nous pour nous présenter certaines de ces observations. Well, Laura Henry. Bien, Laura Henry, qui est directrice de projet. C'est toujours une très bonne chose d'être avec vous. Vous avez travaillé en étroite relation avec tous ces réseaux pour l'organisation de cette réunion annuelle. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Après le début, après l'ouverture, qu'est-ce qui s'est passé depuis et qu'est-ce qui a été spécial dans ces groupes de travail? Merci, oui. Au cours de ces 2 dernières semaines, nous avons eu 5 groupes différents avec 15 sessions au total en Zoom et nous en étions tout à fait surprise par la popularité. Vous pouvez voir ici les membres qui sont à l'écran. Nous avons plus de 200 membres qui ont participé à ces discussions. Je pense que ceci indique clairement combien un tel forum était nécessaire et quelle est sa valeur dans le cadre de cette réunion annuelle. Les 5 groupes de travail ont été dirigés par les 5 réseaux régionaux et elles ont constitué des plateformes de
coopération transrégionale. Et cela reflète, comme vous pouvez le voir, la richesse de telles. Nous avions des acteurs à différents niveaux, avec en toile de fond des artisans de la paix locaux, des organisations de la société civile, des gouvernements. Et le maillage est bien entendu un des aspects importants de ces réseaux. Il n'est pas facile de faire cela en ligne, mais je pense que nous y sommes parvenus à établir ces connexions et les échanges entre pairs. Au niveau positif, l'on peut enregistrer le fait que nous avons pu inclure davantage de membres que nous aurions pu si nous l'avions fait en présentiel. Et quelles sont certaines des thématiques qui ont été abordées? Comment tout cela est interdépendant? Oui, nous avons 5 thèmes différents. La protection des femmes médiateurs, l'impact du Covid-19, en particulier sur les femmes artisans de la paix, aussi le rôle au niveau des autochtones et le leadership des femmes en termes de paix et de sécurité, en termes de cet agenda. Tout cela sont des questions tout à fait importantes et nous en entendrons parler davantage. Tout cela est aussi très interdépendant. On peut voir qu'il y a davantage de leadership en triomphant, mais cela pose aussi des questions sur leur sécurité, sur le besoin d'une protection ou d'autres assistances ou soutiens pour ces femmes médiateurs. Et cela soulève aussi la question de la pratique de la médiation. Comment nous réagissons à la pandémie? Et comment pourrons faire en sorte que ces approches autochtones soient prises en compte? Je crois que très rapidement, nous allons voir combien l'on cherche à impulser la consolidation de cet agenda. Merci beaucoup, Laura, pour ces informations. Et nous allons, et pour cela, je demanderai à notre collègue Anna Serainen, qui va diriger la partie du programme, pour voir quels ont été les résultats de ces groupes de travail, les recommandations sur comment aller de l'avant en matière de paix et de sécurité. Et je suis donc très heureux de savoir que Anna, qui ne pouvait pas venir sur place, m'y est à la maison. Oui, j'aurais aimé être là aujourd'hui, mais j'ai une petite grippe et on ne peut pas aujourd'hui être trop prudent. Et donc, j'aurais bien aimé être au studio avec vous, mais vous faites un excellent travail à très courte échéance. Et donc, merci beaucoup de compter avec moi. Il sera très intéressant de voir ce que les groupes de travail ont eu à dire. Vous avez entendu parler des 5 heures. Nous n'avons pas vraiment l'ensemble de la discussion, mais plutôt les rapports pour mettre les points en exergue. On viendra donc à une introduction pour voir ce que les rapporteurs de ces différents groupes de travail nous ont apporté. Nous avons Madame Sarah Cook, bienvenue Sarah Cook, du groupe de travail sur la protection des femmes. Then we have the project officer of Et puis, UNA's liaison office to the nous avons aussi... Femwise Africa, Mrs. Ledeth Teka. Welcome, Ledeth. Nous avons Ledeth Teka du groupe de travail sur les femmes et les savoirs autochtones qui travaille avec les Nations Unies. Nous avons aussi the advocacy coordinator from South Sudan Council of Churches representing Femwise Africa, Mrs. Pascal. Madame qui représente Femwise Africa, Madame Pascal Niabot. And then the project officer at the Et at the special envoy for Syria from the Mediterranean. Envoyé spécial pour la Syrie et du réseau méditerranéen, Madame Ayat Mohamed, qui travaille aussi aux Nations Unies, et finalement le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, qui est président du comité d'opportunité égale au ministère des Affaires et membre du Conseil suprême pour le réseau arabe
le docteur Chaka Al-Khalifa. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis vraiment heureuse de vous voir tous à l'écran, ou toutes à l'écran. Nous avions 3 questions et nous allons avoir très rapidement des réponses à cela, de façon à donner à l'auditoire une idée très claire des éléments clés qui résultent de ces groupes de travail. La première était quels étaient les 2 éléments clés de ce qui a été apporté de manière générale dans ce groupe de travail. Et nous allons commencer par Dan Cook. Votre thème était la protection des femmes médiateurs et des artisans femmes de la paix. Nous avons une conversation très large sur la protection et nous avons pu voir que très rapidement dans la conversation, les menaces et les risques sont toujours en accroissement. Et cela dit, cela n'est pas suffisamment dit de façon à pouvoir avoir un débat réel sur comment qu'il y ait des changements réels de manière à ce que on puisse donc sensibiliser davantage et établir des éléments de protection qui soient à la fois contextuels et avec des contacts autour du monde et aussi voir la chose de manière mondiale au niveau, aux différents niveaux, à ce niveau-là et dans les prochaines années. Et nous avons aussi le fait qu'il est important qu'il y ait une reconnaissance qui soit faite de ces femmes médiateurs et de façon à ce que l'on puisse effectivement assurer leur protection. Donc, car nous voyons qu'il y a davantage de vulnérabilités et nous pensons que c'est très important, qu'il est important d'accroître leur visibilité et par conséquent leur protection et voir tous les dangers potentiels. Oui, nous allons voir maintenant l'impact de la pandémie COVID-19. Madame Niabot, quels sont les résultats de votre groupe de travail? Merci beaucoup. Nous avons eu une discussion élargie sur l'impact pour les femmes locales, mais et aussi pour les artisans femmes de la paix. Et nous avons vu ce qui se produit actuellement sur le continent et donc un partage d'expériences car il y a eu des facteurs qui ont... disons que la pandémie a été aussi un élément stimulant de conflit et en particulier voir cet impact sur les jeunes et les femmes qui travaillent dans la rue et ailleurs et ceci a mené également à des accroître à des violences sexospécifiques et tout cela est important, particulièrement dans des pays où la violence sexospécifique s'est accrue considérablement suite à la COVID-19, à la pandémie. Et nous avons aussi pu discuter avec les femmes locales sur la durabilité de la conciliation de la paix et pour pouvoir mobiliser et soutenir au niveau national à un degré plus élevé qu'à l'heure actuelle. Et nous avons également discuté les cadres institutionnels pour soutenir les besoins en termes de conciliation de la paix, y compris les besoins de ces femmes artisans de la paix au niveau local. Et tout ceci est une opportunité pour voir la nécessité d'évolution, de modification, d'évolution
Voilà ce que nous avons fondamentalement discuté au cours des quelques dernières journées. Tout ça est très intéressant et très important. J'imagine que dans le groupe 3 aussi, cette question a été évoquée lorsqu'on a parlé des femmes et des savoirs autochtones dans la situation du Covid-19 et des conflits. Enfin, je vous donne la parole. Je ne doute pas que cela a été élaboré. Merci beaucoup. Comme cela a été mentionné dans notre groupe, il y a aussi une discussion très approfondie qui coïncide avec les groupes, les autres groupes, où nous concevons qu'il y a un fossé en termes de connaissances pour l'utilisation de ces savoirs autochtones en termes de médiation. Donc, il y a l'approche traditionnelle qui permet et cela aussi donne reconnaissance à l'importance des femmes dans la médiation des conflits. De cette manière, nous voulons élargir l'espace de la résolution des conflits à travers les femmes. Autre élément a été la transmission intergénérationnelle des connaissances pour préserver les valeurs traditionnelles africaines. Voilà deux des principaux éléments émanant de notre groupe. Merci beaucoup. Votre thème suivant était celui donc de la médiation. Quels ont été vos éléments de découverte? Nous avons eu une conversation tout à fait intéressante avec les différents membres de l'ECO et nous avons partagé les différentes expériences avec les approches hybrides à la mission. Je crois que nous allons parvenir à la compréhension qu'il faut un accroissement de ces approches hybrides dans le travail, et même si cela n'est pas nouveau, et l'utilisation aussi des outils technologiques dans notre travail, ce n'est pas nouveau, mais avec le Covid-19 et les restrictions attenantes, cela donne une impulsion pour une modification paradigmatique dans le domaine. Nous sommes tous d'accord que les praticiens doivent accroître ces genres et inclure ces éléments d'enfants. Parmi les éléments clés, il y a eu les défis, les opportunités. Et l'une de ces opportunités clés, c'est la capacité d'inclure davantage. Plus d'éléments peuvent être inclus à travers la terre, que ce soit dans les camps de réfugiés ou dans des zones assiégées, où les femmes n'ont pas la capacité de se déplacer parce qu'elles n'ont pas les documents qui le permettent. Tout cela sont des obstacles à notre travail, et donc cela permet une plus grande inclusion de groupes marginalisés et facilite le dialogue ancien. Mais la question de la sécurité reste posée. Et d'autres défis comme la pénétration numérique de l'Internet, etc., est aussi un grand défi. Certaines des participantes ont également indiqué ce que leurs organisations faisaient pour élever le niveau pour tous, en particulier en termes d'accès à l'Internet et d'accès à l'électricité. Et autre élément qui a été mentionné a été la sélection d'outils numériques qui soient ou technologiques qui soient davantage accessibles, de façon à ce que tous les participants soient en mesure d'utiliser ces instruments ou ces outils et d'avoir, par exemple, des connexions à satellite ou payer pour la couverture de ces choses-là, de façon à faciliter l'interconnectivité. Oui, merci. Nous pouvons voir que nous sommes en train de chercher à
consolider les capacités en cette matière et que c'est important. Et nous passons maintenant au 5e groupe de travail pour la promotion du leadership des femmes. Donc, Madame la sous-secrétaire, est-ce que vous voulez partager avec nous les 2 éléments clés de votre groupe de travail? Oui, dans le groupe 5, nous avons promu le leadership des femmes et la sécurité des femmes. Il y a eu un grand accord qui est apparu sur la promotion de ces questions selon les principes de leadership, qui n'est pas un concept statique et qui doit être étendu pour prendre en compte d'autres compétences et que nous devons soutenir ceci en termes d'investissement à long terme. Et nous devons aussi prendre en compte la question du tokenisme et nous engager donc au niveau communautaire pour obtenir une plus grande capacité pour les différentes femmes. Nous devons promouvoir le leadership au niveau local, ce qui implique un investissement à long terme. Il faut rejeter donc tous les éléments qui sont excluants en termes spécifiques et les leaders femmes doivent veiller à l'obtention d'une paix durable. Merci beaucoup. Ceci conclut le tour de table. Et Madame, est-ce que vous pouvez voir la deuxième question? Quelles sont les 2 principales recommandations pour les décideurs politiques? C'est très important. Et déjà, il y a des messages qui ont été exprimés pour les décideurs, mais en bref, nous avons 5 minutes, donc des recommandations brèves pour les décideurs. Madame, des recommandations pour établir la confiance au niveau régional et mondial et d'assurer que cette confiance vis-à-vis des femmes puisse. Deuxièmement, à tous les niveaux, de même que les programmes, le son est totalement coupé. Nous avons extrêmement difficile à entendre, Madame. Merci beaucoup. For the policymakers, what are your key messages? Madame Mohamed, quel est votre... Nous avons 3 recommandations à faire. D'abord, de faciliter le dialogue entre le domaine de la conciliation Japon et les autres secteurs de façon à pouvoir répondre aux besoins sur le terrain. Deuxièmement, de promouvoir l'alphabétisation numérique de manière à donner des ressources, y compris en termes de financement, pour donner des instruments, une recherche et pour les processus participatifs, etc. Et finalement, de développer une approche systématique pour la médiation hybride, y compris les modalités, les objectifs et les règles du jeu. Et nous passons maintenant à Madame Teka, du groupe 13. Quels sont vos messages? Nous avons 2 recommandations développées les politiques régionales sur les approches alternatives, en particulier donc rendre davantage présentes les autochtones avec des approches qui reprennent donc les questions des droits de l'homme et deuxièmement donner des indications claires de conscience au niveau local et l'approche pour la conciliation en paix et la résolution des conflits au sein de leurs propres institutions. Nous savons tous que le Covid-19 est sur la table de tous les décideurs dans le monde entier. Mais en ce qui concerne notre thématique aujourd'hui, quelles sont vos recommandations
en termes de Covid-19 et de son impact sur la conciliation de la paix. Madame Niabod, tout d'abord, le groupe de travail a recommandé le soutien international aux femmes qui travaillent dans le domaine de la paix, y compris à long terme, accompagner les processus orientés et en particulier dans du Covid. Deuxièmement, le soutien social aux femmes locales sur un plan d'égalité. Thank you. And finally, Mrs. Cook. Et Madame Cook, quelles ont été vos recommandations sur la protection des médiatrices? La première des recommandations, c'est des mécanismes de protection établis. Et que ce soit du niveau de la base jusqu'au sommet, et nous voyons très bien la vulnérabilité des militants de base, et particulièrement pour ceux qui sont dans, disons, le niveau 1 et le niveau 3 de type des négociations. Et de façon à ce que gouvernement et société civile puissent travailler de concert. Il y a aussi des approches publiques-privées, donc trouver des voies pour que ça soit inclus dans leur pratique, celle de la protection des femmes. Et ce qui pourrait modifier les attitudes, les approches et développer peut-être une compréhension plus approfondie en ayant l'expérience de ces femmes et aussi la question de la mise en œuvre, quels que soient les mécanismes que cela implique. Bien, nous passons à la question finale. Nous avons maintenant dans l'auditoire des membres de ces réseaux. Et donc, quel est votre message à l'auditoire? Quelles sont vos recommandations? Et nous allons maintenant voir peut-être avec Madame Teka. Merci beaucoup, je serai très brève. Il y a deux recommandations. Documenter, assimiler les approches traditionnelles, et, y compris dans l'Alliance mondiale, pour lancer une étude sur les différentes approches autochtones, aussi en termes de sexospiritualité, et voir quelles sont les différences entre les différents systèmes de gouvernance au niveau gouvernemental et autochtone. Et aussi, bien entendu, le partage des bonnes pratiques des différentes parties du monde sur les approches autochtones. Et ça pourrait aussi permettre de mettre en relief ces aspects pour les pratiques de médiation dans les conflits en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à Madame Niabod. Merci. La recommandation aux différents réseaux est d'avoir davantage de reconnaissance de l'importance des femmes au niveau local pour la conciliation de la paix, donc pour avoir un soutien qui soit à la fois à temps et adéquat. Ensuite, valoriser leur expertise au niveau national et au niveau mondial. Et deuxième point, de jouer un rôle clé dans l'accroissement de la visibilité nationale et transnationale des réseaux de femmes avec d'autres plateformes de femmes pour les droits de l'homme, initiatives, pour donner un espace en tant que contribution de soutien social. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'utilise ici mon pouvoir pour décider qui
Maintenant, nous allons donner la parole à Madame Mohamed. Merci. Nous avons 3 recommandations pour les réseaux et pour l'Alliance mondiale en général. D'avoir développé la capacité des médiatrices pour des approches hybrides dans le travail et d'avoir de nouveaux instruments pour améliorer leur capacité. Deuxièmement, de convoquer un dialogue pour réfléchir sur les éléments sensibles et les conditions pour l'utilisation des approches hybrides. Et troisièmement, de partager, de continuer à faire, parce que nous avons déjà commencé à le faire, les expériences et les éléments de réussite, en particulier en matière d'instruments à utiliser ou l'intégration de l'intelligence artificielle et ainsi que les outils de recherche quantitative. Oui, partager les meilleures pratiques, cela a déjà été mentionné très souvent, mais nous allons très certainement reprendre cela dans notre départ. Et maintenant, Madame la sous-secrétaire, quelles sont vos 2 recommandations? Nos recommandations pour le réseau sont de pouvoir partager nos différentes bases de données pour pouvoir normaliser les approches, reconnaître les médiateurs, élargir le champ d'expertise, se mettre d'accord sur une stratégie d'échange des meilleures pratiques comme cela a déjà été et des opportunités pour incorporer différents éléments de mentorage et ensuite de s'engager dans des alliances, y compris avec les alliés hommes. Merci. Et finalement, vous aurez le plaisir de conclure cette discussion, Madame Cook. Sur la protection, nous avons voulu encourager les réseaux sur la question du soutien et nous avons pensé qu'on peut utiliser l'expertise existante et développer des expertises nouvelles dans le secteur pour que cela soit un élément important du travail. Nous avons aussi pensé qu'il était important d'encourager le développement de plans d'action nationaux pour la protection. On va savoir que dans tout plan national, il y ait une section de protection. Et nous allons aussi encourager les réseaux pour avoir un cadre de la protection des femmes médiateurs, ce qui a été lancé hier, et d'amener tout cela, le faire vivre. Nous créons des piliers dans ce sens. Et très brièvement, ceci permettra d'établir des filets de sécurité pour les femmes, avoir des mitigations des menaces qui sont ressenties et finalement avoir une relocation pour les femmes qui en auraient besoin, donc des abris pour les femmes. Et tout ceci aura lieu demain à 9 h. Et donc, vous êtes tous bienvenus à participer à la discussion et de vos expériences dans notre réseau. Merci beaucoup et merci à vous toutes dans le monde entier. Ceci conclut ce tour de table dans le monde sur le thème que nous discutons dans les groupes de travail. Et je voudrais dire que vous avez eu la capacité d'être très concret et très bref. Donc, je ne doute pas que ceci a donné une idée claire à notre auditoire des résultats des travaux des groupes de travail. Je crois qu'il y a eu beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de contenu, et merci de vos contributions. Thank you, Anna, and to representatives from the working groups for Merci sharing aux représentants des groupes de travail qui ont partagé avec nous ces recommandations permettant de faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. J'ai maintenant l'avantage de souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur Madame Sirpa Mampin, qui est conseillère principale en médiation au ministère des Affaires étrangères en Finlande
Et, si j'ai bien compris, vous avez participé à plusieurs groupes de travail. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous vos expériences? Comment cela s'est-il présenté? Merci, Itande. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je dois dire que le nouveau format des groupes de travail a été préparé par les réseaux régionaux des médiatrices. Par ailleurs, nous avons eu des groupes de travail séparés. Vous avez vu que tous ces groupes de travail ont fait du très bon travail et ils ont été très fructueux et très animés également. Et vu que chaque participante a pu vraiment prendre une part active, je pense que cette réunion a été très interactive. Et voir à l'écran de nombreuses nouvelles membres, des médiatrices locales, beaucoup plus de représentants du réseau de médiatrices arabes. Tout ceci a été très passionnant, mais je pense que nous avons encore beaucoup à nous dire. Et nous étions très concentrés, bien sûr, sur le travail. On aurait bien mérité une pause café pour échanger. On comprend. Comment voyez-vous le travail de cette réunion annuelle? Est-ce qu'elle a fait avancer le programme en général de l'Alliance mondiale? Mais maintenant que nous célébrons le 20e anniversaire de la résolution 1325, le nombre de participantes au processus de médiation est bien trop bas. Mais ce qui est très spécial dans ces réseaux, ils comptent dans leur rang des femmes qui ont d'ores et déjà pris une part à différents niveaux au processus de négociation. C'est la raison pour laquelle que nous avons voulu partager nos expériences, en tirer les expériences et les partager entre nous. Vous l'avez bien entendu, nous avons fait de notre mieux pour y parvenir. Un autre aspect, c'est le fait que ce mouvement est encore en pleine expansion et nous avons également compté avec la participation de certains observateurs d'autres réseaux régionaux qui peut-être souhaiteront rejoindre l'Alliance mondiale. Ambassadeur Menpin, vous qui avez participé et qui avez suivi les travaux de ces groupes sur des questions de grande actualité, quelles seraient, à votre avis, les conclusions principales, les choses que vous avez retenues de tous ces échanges? Oui, j'ai eu le privilège de pouvoir suivre tous les groupes. Et j'aimerais citer deux exemples. D'abord, le réseau FemWise du continent africain, qui s'est penché sur des systèmes culturels très spécifiques, très particuliers à l'Afrique, où les négociateurs traditionnels, essentiellement des femmes, se penchent sur ces questions et œuvrent à la paix, à la consolidation de la paix. On a vu que c'était des pratiques souvent très diverses, mais en même temps, toutes les participantes ont pu en venir à des conclusions conjointes. Autre groupe de travail fort intéressant portait sur les modèles hybrides. Là, j'ai senti que nous étions vraiment à la pointe du progrès technologique en écoutant les présentations. Je me souviens d'un exemple d'une envoyée spéciale des Nations Unies qui a pu avoir la participation de plusieurs milliers de participants. Ensuite, un autre exemple, le cessez-le-feu au Yémen,
est très fascinant de voir à quel point nos membres ont, je dirais, abordé directement ces questions en termes d'inclusion et voir également comment l'intelligence artificielle a pu être utilisée. Maintenant que nous constatons que ces dialogues numériques continuent, notamment le plus récent en Libye, un dialogue avec les jeunes. Donc je pense que, chères sœurs, nous devons toutes partager ces nouvelles connaissances. Nous devons être concises, brèves, de manière à pouvoir, je dirais, aller plus loin que les robots qui nous barrent la route pour le moment. Merci, Madame l'ambassadeur, Madame conseillère finlandaise. Merci d'avoir partagé avec nous ces réflexions. Maintenant, j'en viens à notre panel final. Comment sortir des chemins battus en matière de femmes, paix et sécurité. L'avenir de femmes, paix et sécurité de ce programme. Comment aller au-delà du statu quo? Comment sortir des chemins battus? Voilà la question que nous allons aborder avec notre dernier panel ici aujourd'hui. On entendra des praticiens, des politiques, y compris des représentants de réseaux régionaux qui nous diront comment, dans 20 ans, nous pourrons et devrions, comment se devrait présenter ce programme. Nous vous encourageons également à participer en répondant aux sondages et vous verrez affiché à l'écran une ligne qui vous permettra de poser des questions. Eh bien, c'est un onglet et je vous encourage à l'utiliser. Voyons maintenant les résultats du premier sondage. Sur la première question, vous vous souvenez de la question quelle est la tendance principale qui marquera les prochaines 20 années en termes de paix, femmes, paix et sécurité? Et nous allons voir maintenant quels sont les résultats de ce premier sondage. On avait la crise du multilatéralisme, l'utilisation croissante de procédés numériques dans la médiation, la montée des politiques conservatrices et d'exclusion, les effets du changement climatique ou aucune de ces réponses. Bon, nous aurons bientôt le résultat et entre-temps, je m'adresse aux membres du panel pour vous présenter le sujet qui sera abordé. Nous avons d'abord Madame Teresa Whitfield, qui est la directrice de la section politique et médiation du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix DPPA des Nations Unies. Nous voulons bien connaître vos réflexions sur cette question. Nous avons parmi nous également Madame Robina Robimba, fondatrice et coordinatrice nationale de la coalition pour l'action sur la résolution 1325 de l'Ouganda et qui était membre du réseau des médiatrices du Commonwealth. Robina, vous êtes également directrice exécutive de ce centre Women in Governance. Là également, on attend avec impatience de vous entendre. Madame Renée Vanès, qui actuellement est chef de la section sur le soutien à la prévention des conflits et prévention des conflits, soutien à la médiation auprès de la direction approche intégrée de la sécurité et de la paix. Et nous avons enfin également Madame Tushimina, présidente de la Fondation Chaloupé et membre de FemWise Afrique, qui s'occupe également du laboratoire africain en matière de solutions. Et
Mireille, on attend votre vue sur les 20 années à venir. Et enfin, nous avons Madame Kirsi Henriksen, directrice de Crisis Management Center Finlande et membre de réseau régional nordique. Vous êtes également la présidente du Centre de Genève pour la gouvernance et la sécurité, avec une expérience sur le terrain, je dirais, au Sahel, dans d'autres pays africains et en Afrique. Et enfin, nous avons Madame l'ambassadeur Granda Verdandigdas, représentante permanente adjointe de la mission indonésienne à Genève. Avant cette affection, elle a été directrice de la sécurité internationale et du désarmement au ministère des Affaires étrangères, où elle dirigeait la direction chargée des membres non permanents de l'Indonésie auprès du Conseil de sécurité. Maintenant, je vois quels sont les résultats du sondage de la première question et je voudrais également connaître les premières impressions de nos collègues. Donc, je reviens à la question. Quelle est, selon vous, la principale tendance qui façonnera les 20 prochaines années du programme Femmes, Paix et Sécurité en matière de médiation? A. La crise du multilatéralisme, 16,2% de réponses. 23,4% qui disent c'est l'utilisation croissante de procédés numériques dans la médiation, 41,4% pour la montée des politiques conservatrices et d'exclusion, et vous avez également 14,4% pour les effets du changement climatique. Et quand même 4,5% pour dire aucune de ces réponses. Donc, Teresa Whitfield, vos premières impressions sur ces résultats. Est-ce que Teresa nous entend? Oui, heureux de vous voir à l'écran. Merci, Itonde. Heureuse d'être avec vous. Je suis heureuse de voir mes collègues également. Malheureusement, je n'ai pas pu participer aux autres ateliers. Vous me posez une question sur le sondage. Eh bien, bon, malheureusement, il n'y avait pas une dernière possibilité de répondre toutes les causes mentionnées, car c'est ça ma position. Toutes les 4 raisons mentionnées plus haut. Et en fait, et je le pense de plus en plus, en pensant au 20e anniversaire de cet agenda, je pense que toutes ces raisons seront des défis dans un contexte très difficile, mais aux yeux de la discussion que vous avez eue et des conclusions des groupes de travail, nous devons également avoir une approche, un verre qui est demi-vide et à moitié plein, car il nous faudra savoir comment relever tous ces défis en termes d'action, et nous le reconnaissons de plus en plus aux Nations Unies. Il n'est pas simplement des questions de voir comment utiliser les bâtisseuses de la paix, de penser à l'inclusion, de penser à une participation significative dans la négociation, ou de penser à des groupes consultatifs ou à l'expertise qu'on pourra apporter. Nous devons avoir à l'esprit toutes ces raisons dans une perspective de long terme, en reconnaissant qui dit représentation dit pouvoir et participation. Donc il faudra, dès la base, penser à la participation dans les structures, au gouvernement, et ensuite envisager le travail en matière d'établissement de la paix. Eh bien, Teresa, vous dites toutes les questions. Et je vois, il y a plusieurs membres du panel qui ont consenti. Robina Rubimba, votre première réflexion quant aux résultats du sondage. Je serais certainement d'accord pour dire que c'est toutes ces raisons, mais je mettrai plus l'accent sur la montée des politiques conservatrices et d'exclusion. Le son est très coupé, l'interprète s'excuse, mais
En Afrique, nous sommes témoignages d'extrémisme plutôt que de conservatisme. Nous n'avons pas ces groupes conservateurs, mais nous avons des tendances extrémistes, y compris un extrémisme, je dirais, étatique. Et nous avons également des manifestations et des politiques d'exclusion. Je pense qu'on ne pourra pas se concentrer sur une seule tendance. L'interprète s'excuse, mais le son est coupé. Je peux voir également la question du changement climatique qui aura un impact en Afrique, d'autant plus qu'il risque d'être très intense et qu'il faudra aborder cette question. Et qu'il faudra penser en termes de sécurité et de création d'emplois, autant de questions qui devront être abordées. Thank you, madam. Merci. Merci, madame. Bon, est-ce que vous pourriez résumer la profondeur en 2 mots, ce que vous avez dit, car la ligne, la connexion n'a pas été très bonne. Mais si j'ai bien compris, vous êtes d'accord avec les remarques de Teresa, tout en disant que oui, les 4 raisons mentionnées, mais dans le contexte africain, l'extrémisme versus l'approche conservatrice, eh bien l'extrémisme est un plus grand défi. Je pense que vous avez mis l'accent sur l'impact également du changement climatique qui impactera sur les 4 raisons. Donc j'en appelle à notre équipe technique pour affiner la connexion que nous avons avec vous. René, heureux de vous voir également. Vous avez entendu l'introduction, donc là aussi, je vous inviterai à partager avec nous vos premières impressions. You might want to unmute your line. On ne vous entend pas. Non, vous êtes encore en silencieux. Ah ben non, ça va mieux, René. Après 8 mois de lockdown, maintenant... Donc, ce que j'ai dit, heureux de voir toutes ces collègues, j'aurais souhaité voulu le faire, je dirais, en présentiel. Dans 20 ans, que faudrait-il faire? Et j'espère que dans 20 ans, il n'y aura plus besoin d'une réunion de ce genre. Dans 20 ans, tout le monde devra, je l'espère, aura compris que les femmes ont un rôle à jouer et qu'il ne faut plus y consacrer une réunion spéciale. J'espère que ce sera une des dernières réunions de ce genre. Collègues, cela me rappelle un sondage qui aura lieu dans 15 jours, très important, et qui, à mon avis, aura un impact sur toutes les questions qui nous sont proposées en option ici. Je ne voudrais pas dire que cela détermine tout, mais certainement, ce sondage aura un impact important. Le multilatéralisme, c'est fondamental, et j'étais un peu choqué que c'était plutôt avait un faible soutien, alors qu'aux Nations Unies, nous appuyons fortement le multilatéralisme. Nous pensons que c'est essentiel au plan international. Quant aux autres, ils évoquent mon programme. J'ai l'impression que quelqu'un avait accès à mon programme de travail pour les mois à venir, car je m'occupe de l'agenda numérique, je m'occupe d'approche inclusive en riposte aux politiques d'exclusion, ce qui est une des valeurs de la médiation et heureusement, je n'ai pas eu à voter, mais je puis vous dire que le changement climatique est très, très important pour moi. Mais les autres également, il ne faudrait pas les oublier. Donc, je vois que le sondage évoqué par vous dans 15 jours, vous parlez des élections aux États-Unis.
Oui, ça aussi, c'est un sondage dont l'importance ne peut pas être sous-estimée. J'en viens maintenant à Madame Mireille Tuchimine. Quelques réflexions initiales sur les résultats du premier sondage. Merci de me permettre de participer. Je ne répéterai pas tout ce qu'ont dit tous les autres, mais je pense que nous sommes tous affectés par toutes ces questions. Et c'est les progrès que nous ferons pèseront sur la sécurité des femmes. Toutes ces tendances pèseront. Et nous pourrons en perdre de vue une et ruiner, saper tout le travail que nous avons fait à ce jour. Merci beaucoup. Nous viendrons plus tard au travail qu'il faut faire. Maintenant, Kirsi, quelques impressions à vous également sur le sondage et les conclusions. Kirsi, s'il vous plaît. Merci. Je rejoins ce que ont dit ceux qui m'ont précédé. J'aimerais mettre l'accent sur une question qui n'est pas sur cette liste. C'est vrai, il s'agit d'une vue nordique eurocentrique, à savoir, je pense au multilatéralisme. Ce qui me préoccupe, c'est que le bon travail qui s'est fait au cours des 20 dernières années ralentit. En fait, on recule même. Et je me tourne vers la réalité dans mon propre pays. Je pense aux bailleurs de fonds, aux décideurs qui doivent garder à l'esprit ces questions. Autrement, on risque de ne plus se rencontrer. Mais il faut en même temps poursuivre ce travail avec les personnes qui ont soutenu ce travail. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Je vous remercie. Merci, collègues, d'avoir maintenant, je dirais, exprimé une opinion sur les sondages. Maintenant, je viens aux questions du groupe de travail. Chaque groupe de travail vous a posé des questions. Donc, nous allons d'abord nous concentrer maintenant sur les personnes qui participent à la consolidation de la paix, à savoir qui participe. Et je voudrais faire appel à l'ambassadeur Greta Verdenkist. Quelles sont vos conclusions sur les sondages également d'abord? Merci, Tondé. Je serai très brève. Je me fais l'écho de plusieurs éléments qui ont été mentionnés par mes collègues. Je suis très honoré de pouvoir participer à ces panels. Je suis venu un peu en retard, mais nous voyons que certains des éléments mentionnés ici pèseront. Et les femmes ont, pendant très longtemps, travaillé d'arrache-pied, mais en même temps, c'est la situation qui pèse. Voyons nos sociétés, lorsqu'on parle du conservatisme, c'est une réalité. Le conservatisme et les politiques d'exclusion sont appliquées par les moins nombreux dans nos sociétés. Où est la partie des modérés dans nos sociétés? C'est la réalité dans mon propre pays. La majorité, je dis, qui sont modérés, qui font tout le travail et je veux dire que les modérés sont nos alliés et nous permettront d'inverser la tendance, d'inverser les éléments négatifs et qui sapent le travail que nous réalisons. Lorsque nous parlons du conservatisme, il faut penser aux libéraux, aux modérés, qui devraient être perçus comme des alliés potentiels. Lorsque nous parlons de la crise du multilatéralisme, il faut se tourner vers nos propres régions
C'est la fin de tout. Nous sommes les championnes du multilatéralisme, mais nous l'avons dit dans les groupes de travail, nous reconnaissons également les approches et les procédés numériques. Et je suis très heureux d'avoir pu parler avec l'Alliance mondiale, car l'Alliance mondiale est un pilier qui met en connexion, en rapport les femmes à travers toutes les régions, à travers les continents. Donc il faut voir les aspects positifs, il faut voir, je dirais, l'autre côté de la médaille, les aspects positifs. Merci beaucoup. Et maintenant, j'en viens aux questions. Nous passons maintenant aux questions qui vous sont adressées à tous les membres. Donc, sur la protection, donc le groupe de travail de la protection, si l'on considère le leadership des femmes dans le domaine de la paix et la sécurité, l'accroissement de la visibilité s'accompagne souvent de risques accrus pour la sécurité personnelle. Les menaces à la sécurité des femmes artisans de la paix et aux médiateurs ont reçu peu d'attention jusqu'ici. Quels donc mécanismes de soutien doivent être mis en place pour la protection des femmes qui font de la médiation et qui consolident la paix? Donc, Teresa, je vous donne la parole. Je pense que c'est une question centrale. C'était un des domaines de priorité qui avait été identifié dans l'agenda 2020. Et donc, c'était une réunion du Conseil de sécurité avec des experts, donc une consultation sur cette question au début de l'année. Donc, je dirais qu'il s'agit d'une question qui est déjà sous les feux de nos projecteurs. Et quand on parle de ces questions, il est très important d'être spécifique au contexte, car il y a un problème général, mais ensuite il y a la réponse sur le terrain. Et je voudrais parler du travail en termes de cohérence ou de consistance. Si vous avez un certain nombre d'opérations de paix, de maintien de la paix qui sont très visibles, chaque année, les Nations Unies donnent des systèmes dans un très grand nombre de pays. Et une des questions, c'est que cette question sexo-spécifique pour la protection, c'est une question tout à fait concrète. Et dans les contextes de mission, nous en tirons de nombreux enseignements. S'il y a aussi la base pour le mandat ou sur l'accord et ces spos spécifiques, cela donne davantage de possibilités d'avoir les ressources qui auront une préoccupation au niveau de la distinction entre les sexes en cette matière. Et nous avons réalisé une étude sur les enseignements tirés de la situation colombienne, car vous savez qu'il y avait un accord très détaillé sur la question sexospécifique et les questions de sécurité et de protection étaient énormes, puisque des militants de la paix, femmes ont été ciblées et il y a eu, y compris un site internet en anglais sur la question avec qui permet de visibiliser ce que nous avons pu réaliser en termes d'accompagnement des femmes. Je voudrais maintenant passer à Mireille sur la protection. Dites-nous quels mécanismes de soutien. Certains sont déjà en place et progressent, mais je vous en prie. Tout simplement pour abonder sur ce qui a déjà été dit, nous avons besoin de mécanismes de responsabilisation quand il s'agit de protection des femmes, des jeunes femmes ou des médiatrices. On ne peut jamais prédire
la nature de la forme de la menace ou de la violence. Donc, même si l'on répète le cycle, ces femmes doivent être conscientes qu'il doit y avoir des mécanismes qui rendent responsables et qui obligent à rendre des comptes et que l'on réfléchisse sur le travail déjà réalisé au Cameroun, par exemple, où il est très difficile de circuler, en particulier quand on cherche à médier entre le niveau de la base et le niveau de l'État. Donc nous devons voir ce genre de mécanisme maintenant. Et nous, en tant qu'organisation régionale de médiatrices, nous avons là une énorme tâche à réaliser pour avoir une thématique, un agenda qui soit clairement sexospécifique avec la tenir en compte du contexte. Je pense que les prochaines années seront claires à ce niveau-là. Donc maintenant, Kirsi, en tant que directrice du centre de crise de Finlande, mais aussi en tant que président du centre pour la sécurité et la gouvernance en matière de sécurité, je voudrais bientôt passer à la prochaine question du leadership, mais si vous pouvez intégrer ces choses-là. Donc, pour le leadership des femmes, les efforts précédents pour promouvoir la paix et la sécurité ont été en grande partie à court terme et quelquefois ont renforcé des éléments de tokenisme, dit-il, ou de cache-misère, ainsi que la concurrence entre médiateurs sur le terrain et donc améliorer leur participation et leur représentation. Kirsi, merci de la question. Oui, tout d'abord, nous devons être conscients que malheureusement, y compris dans la communauté internationale, nous sommes en concurrence les uns avec les autres lorsque l'on cherche à ce que les femmes puissent arriver à des positions plus élevées, et ceux qui prennent des grandes décisions sur les conflits. Donc, comment potentialiser la participation des femmes? Et donc, nous devons être réalistes et traiter de cette question également, car nous devons cesser d'être en concurrence les uns avec les autres pour soutenir les locaux. Et comment le faire? Je pense que nous avons encore un cercle vicieux de ne pas coordonner entre nous. Nous sommes aussi en concurrence entre organisations, une organisation qui soutient certains réseaux et d'autres réseaux, et tout est nécessaire et on doit avoir une sorte de soutien plus centralisé, peut-être au niveau de la capitale, mais indubitablement, il faut inclure les femmes dans les régions les plus éloignées. Par exemple, je travaille, des femmes au Niger, et ça a été très intéressant de voir, et il faut pouvoir faire cela et connecter différents types de réseaux avec les autres acteurs internationaux, de manière à ce que l'on ait une compréhension généralisée de ce que nous pouvons faire pour soutenir les réseaux locaux, car c'est ça l'objectif en définitive. Malheureusement, je n'ai pas une réponse immédiate ou courte à la question. Cela dit, je pense que si nous reconnaissons que la situation est telle qu'elle est et qu'il nous faut progresser par rapport à cet objectif commun, je pense que éventuellement nous y arriverons. Robina, je voudrais voir la question suivante, mais avant d'y aborder, nous allons continuer sur le leadership. Madame ambassadeur de l'Indonésie, donc, il semble que, et quand vous avez travaillé sur l'adhésion de l'Indonésie en tant que membre non permanent en considération, comment faire, quels seraient donc à ce moment-là les mécanismes à mettre en place au niveau? Merci, Tombé. Je suis la première femme
qui a été directrice pour le département du désarmement dans mon ministère aux gens. Et mon prédécesseur était homme et mon successeur a été un homme. Mais tout ceci est en fait très intéressant, car si l'on voit l'ordre du jour et que l'on parle des femmes au niveau local, le leadership dans les femmes, dans les communautés locales est organique. Mais pour que cela arrive au niveau régional et national, c'est là que se posent les difficultés, car il y a des procédures qui sont difficiles pour que ce leadership organique arrive à s'élever à un niveau supérieur. Il y a aussi la question de l'opportunité, des opportunités pour les femmes pour pouvoir entrer en matière de leadership à un niveau plus élevé et avoir la possibilité, en gagnant davantage de connaissances d'ailleurs. Car il y a différents types de capacités, raison pour laquelle un des éléments clés pour nous est donc avoir un mentorage, je crois que c'est important. Cela peut permettre que la participation soit plus organique aux autres niveaux aussi. Ça, c'est un des points. Et encore un point, si vous me permettez. Nous avons une résolution sur le maintien de la paix 2538 où on a parlé de donner aux femmes l'opportunité de devenir aussi des officiers supérieurs au niveau des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Et c'est là quelque chose que nous pouvons également promouvoir en termes de leadership des femmes. Merci beaucoup, madame. Avant de passer à la question des artisans de la paix au niveau local, René, au niveau de l'Union européenne, on traite des nations, mais sur la question du leadership des femmes dans les processus de médiation, aidez-nous à comprendre comment vous créez ces systèmes et le soutien à partir de la communauté internationale. Merci, Itombe. Je peux vous dire que mon prédécesseur était une femme et tout mon personnel est femme et probablement qui me succédera sera une femme. Donc je suis le seul homme aussi dans ce panel d'ailleurs. En ce qui concerne la question posée, vous avez en fait déclenché une réflexion intéressante puisque la question était sur l'investissement à long terme. Et comme nous sommes à l'aube de commencer un programme pour les 7 prochaines années de développement des Nations Unies, qui est le programme de développement le plus grand, le plus important sur la planète. On parle ici de 8 milliards de dollars. Donc, c'est un processus qui va commencer maintenant. Et donc, toutes les délégations sont priées. Comment voulez-vous que cet argent soit dépensé dans les 5 prochaines années? Et je voudrais savoir qu'est-ce que nous allons demander à nos collègues quand on leur demande en termes de femmes, paix et sécurité. Sur cette question spécifique, nous ne le demandons pas beaucoup, mais nous leur demandons quelque chose qui est tout à fait remarquable, puisque nous avons un objectif qui est contraignant, que 85% de ces enfants, de cet argent, donc de tous ces milliards, doit promouvoir l'égalité entre les sexes et la potentialisation de l'action. Et ça fait beaucoup d'argent, 85%. C'est donc une partie de la réponse, mais quand vous nous posez comment est-ce que vous allez vous assurer que ce ne soit pas du tokenisme, que ce ne soit pas simplement un cache-misère, voilà, très certainement une contribution à un investissement à long terme sur les 7 prochaines années. Autre élément sur lequel je travaille personnellement, c'est un nouveau concept pour la médiation. Nous espérons que cela soit disponible à la fin de l'année et dans ce concept de médiation, nous établissons des lignes directrices qui seront soumises à tous les praticiens, aux délégations, aux représentants
aux collègues au plus haut niveau compromis dans cette question et nous demandons donc toutes les questions de numérialisation, de toutes ces questions, de façon à ce qu'on ait une idée très claire. Nous avons besoin d'un promouvoir systématique de promotion et de participation des femmes dans les processus de médiation. Nous leur demandons donc de prendre en compte la protection et la sécurité des femmes dès le début du processus. Ce n'est pas quelque chose qui vient lorsque le problème se pose. On doit avoir une ligne budgétaire, ça doit faire partie du processus. Et avec cela, nous espérons que la structure soit au sein même de l'ADN de ces programmes. Voilà une partie de la solution. Je pense que tout le monde peut, mais je voudrais m'en tenir là. Merci beaucoup, René Itomba. Je voudrais maintenant passer au groupe sur les artisans de la paix au niveau local, le rôle des femmes en la matière. Donc, alors que nous connaissons en fait, de l'importance de la conciliation de la paix à long terme, il est clair que le rôle des femmes est rarement pris en compte. Donc, comment soutenir les artisans de la paix femmes au niveau local afin que leur connaissance, leur savoir et leur capacité puissent mieux alimenter les processus de paix. Donc, Madame Verdun-Nintias ou Madame Rubinois, vous travaillez au sein du Commonwealth, vous avez aussi rédigé une résolution, donc je voudrais connaître votre éclairage. As a local woman peace builder, I would urge the international community to narrow the gap between policy rhetoric and reality. You know, while policy emphasizes inclusive peace processes and local engagement, what we see is that there are local engagements. Voyons, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement ou de visibilisation et que l'on ne va pas plus loin que ce qui est visible à partir des instances ou des organes régionaux. Et quand on travaille avec l'Union africaine, on travaille avec l'Union africaine, on ne va pas en Ouganda, on ne va pas sur le terrain. Donc il faudrait des mécanismes pour que, au niveau de la base, leur expérience puisse être appliquée et leur expertise pour que cela transcende le niveau local. Dans le cadre du travail de médiation, je n'ai jamais reçu de formation à ce niveau-là. Donc vous pouvez voir est-ce que la communauté internationale peut jouer le rôle qui est le sien, de façon à ce que nous ayons la possibilité de documenter ce qui est réalisé au niveau local et que cela puisse contribuer comme cela contribue au niveau local. Increasing our professional development so that we don't continue to know what we know, but we are able to get opportunities for learning. And also to create pathways for us. Like I'm working with a lot of young people. I'm developing the next generation of women peace builders.
Nous voulons que les prochaines générations de femmes artisans de la paix développent des compétences en médiation de paix avec les agences internationales. Perhaps that's maybe a final point there. Apologies, madam. Please continue. Le point final serait la question du financement. Voir because we don't suit a particular criteria. But I think there are ways to give access funding that would enhance our participation and increase our representation. Accroître notre représentation, notre capacité, la communauté internationale et établir des fonds à ce niveau. Absolument, madame. Et c'est une manière tout à fait puissante pour passer au questionnement quand on verra la question du qui. Donc, maintenant, la question était comment médier. Je serai plus sélectif de façon à ce que l'on puisse écouter les questions de notre auditoire. Donc, je vais prendre deux d'entre vous pour les questions suivantes. La première vient du groupe sur les modèles de médiation hydrique. La pandémie a intensifié les outils pour la médiation. Est-ce que vous avez eu recours à des outils de médiation hybride, y compris ceux qui sont mis à disposition par Internet ou par les technologies de communication? Quels ont été les avantages? Quels ont été les écueils? Comment avez-vous relevé les défis en matière de sécurité et abordé la question de l'instauration de la confiance dans ce contexte? Donc, Kirsi, je voudrais vous demander d'y répondre. Non, c'est Madame Teresa. Il y a eu la question de la mise en application des outils des technologies de l'information en matière de médiation et nous avons commencé à travailler à cela. Et maintenant, il y a différentes capacités. La formation sur ces processus de facilitation, nous avons aussi vu, et ça a déjà été dit auparavant, de voir la technologie pour pouvoir atteindre des zones éloignées, au Yémen par exemple. Et je pense qu'il y a aussi la question de l'inégalité d'accès des femmes au réseau pour savoir ce qui se passe, et la question de la confiance. Conformément, nous progressons dans le Commonwealth, il est devenu clair et qu'il y a en termes de consultation, etc., mais aussi reconnaître ce qui a été fait en personne en termes de confiance et s'assurer que cela soit utilisé à différents niveaux dans les négociations aux différents niveaux. Sur la question de la médiation hybride, j'espère que vous en l'aborderez dans les remarques références et peut-être que nous aurons aussi une action. Mais sur la question des savoirs autochtones pour la médiation, voici le cadre qui nous a été donné. En ce qui concerne donc ces savoirs, ces approches africaines en matière de paix et de conflit restent
en gros inconnu au niveau mondial, aussi même sur le continent africain. Mais cela dit qu'il s'agit d'un potentiel inexploité pour le rétablissement de la paix. Et nous avons déjà entendu parler sur les lèvres de Rubina. Aussi, comment pouvons-vous inverser cette utilisation des savoirs autochtones, pour développer la volonté politique et aussi pour l'allocation des ressources en la matière. Donc, Mireille, tout ceci avec les rôles qui sont les vôtres, je voudrais entendre votre point de vue. Oui, merci beaucoup. Nous avons un niveau pour l'exploitation des potentiels inexploités, et en particulier dans les pays affectés par des conflits. Et après avoir travaillé sur ça, ce qui devrait être fait dans les 20 prochaines années, c'est écouter davantage les femmes, les jeunes femmes, pour créer un espace qui tienne compte des différents besoins. Pour les femmes et les jeunes femmes qui sont artisans de la paix. Et donc préparer ces femmes et l'organisation d'un effort collectif de manière à ce qu'elles puissent avoir l'opportunité de participer lorsqu'elles s'y engagent. Car il n'y a pas suffisamment de couverture. Nous ne savons pas que FemWise vient de déployer des médiateurs en Côte d'Ivoire pour avoir des contacts avec les femmes dans l'opposition, avec les leaders de l'opposition pour les prochaines élections. Et malgré la Covid, malgré la pandémie, nous faisons vraiment beaucoup de travail. Mais nous n'utilisons pas toutes les ressources inexploitées et cela est peu connu des autres. Et nous devons avoir des efforts coordonnés qui ne se fondent pas simplement sur les acteurs internationaux et sur comment vous voulez voir les choses, mais que ça devrait être impulsé par les besoins locaux. Donc, merci beaucoup, Mireille. Donc, avant d'entendre les questions de l'auditoire, nous allons voir maintenant le dernier sondage qui devrait endosser la responsabilité de porter le programme des femmes de la paix et de la sécurité au-delà du statu quo, c'est-à-dire pour le sortir des sentiers battus. Et je voudrais demander à mon collègue Johanna Puttonen, qui est chef de corps du CMI, pour partager certaines des questions et des réponses qui ont été apportées par l'auditoire. Got it. I got it. Thanks. Wonderful. Thank you, Johanna. Très bien. Merci, Johanna. À vous la parole. De nombreuses questions excellentes nous sont parvenues et beaucoup de questions ont déjà trouvé une réponse, mais il y en a d'autres qu'il faudrait préciser. Si les panélistes pouvaient nous parler du rôle, de ce qu'ils pensent du rôle des jeunes femmes en matière de consolidation de la paix dans les 2 prochaines décennies. Teresa, je commence par vous une fois de plus, si cela vous va. Oui. Je vous présente dès maintenant mes excuses, car je dois présider à une autre réunion. Je suis très occupé, mais je pense que la question qui m'est posée est une question, je dirais, centrale.
Je pense que ces 2 dernières années, dans les discussions que nous avons eues aux Nations Unies, c'est une attention accrue à l'importance des paix, des jeunes dans le travail pour la paix. Nous travaillons avec le Sri Lanka, la Finlande et avec d'autres pays pour voir comment nous pouvons mieux inclure les jeunes dans ce travail. Je pense que c'est une question centrale, notamment lorsque l'on pense par exemple à un pays tel que l'Afghanistan, où les négociations de paix sont très difficiles. Or, il y a toute une jeune génération qui n'a vu que la guerre, qui a grandi dans une situation de guerre. Et pour moi, si on veut voir la paix surgir en Afghanistan, comment donc faire? Donc, quelle peut être la vision de ces jeunes, de leur pays, à l'avenir? Car s'ils pensent qu'en termes de conflit, cette paix ne durera pas. Pour nous tous, c'est un défi majeur. Nous devons reconnaître le fait que c'est les jeunes qui représentent un potentiel pour nous en termes d'avenir. Donc, pour répondre à cette question, c'est une nécessité absolue que d'inclure les jeunes dans ce travail. Teresa, directrice de la section politique et médiation du département des affaires politiques et de la conciliation de la paix des Nations Unies, c'est toujours un grand honneur de vous voir dans nos panels. Donc, une question en plus. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Bon, il y a aussi une préoccupation quant, je dirais, au fossé qui sépare la négociation au plus haut niveau et la négociation pour la paix au niveau local. Donc le public aimerait savoir en termes concrets, que devraient faire les négociateurs de la paix pour combler ce fossé entre l'international et le local? En tant que politiques et décideurs, nous devons reconnaître le fait que ceux qui travaillent, nous devons reconnaître celles qui travaillent sur le terrain pour la paix. Et il faudrait également essayer de mettre en contact, de mettre en liaison tout notre travail. Un exemple, si je peux en citer un, mon ministère des Affaires étrangères le fait, a établi un réseau de femmes indonésiennes et afghanes. On ne parle pas de ceux qui négocient au plus haut niveau. Non, nous voulons mettre en contact les femmes au niveau local, je dirais à la base même. Donc des femmes afghanes et des femmes indonésiennes, des militantes de la paix qui ont déjà une expérience en matière de réconciliation au niveau des conflits intercommunautaires dans notre pays. Par là, j'entends construire cette reconnaissance du fait qu'ils font partie de tous ces efforts de réconciliation. Voilà ce que nous essayons de faire. Nous voulons que les femmes afghanes puissent apprendre de notre expérience et réciproquement et veiller à ce qu'ils fassent partie de tous les pourparlers au plan national. Merci, Madame l'ambassadeur. Je pense que pour ce qui est des autres questions qui nous ont été posées, nous allons les reprendre dans les recommandations écrites. Merci, Johanna. Maintenant, j'en viens aux résultats du deuxième sondage. La question étant la suivante. Qui devrait endosser la responsabilité de porter le programme WPC au-delà du statu quo, au sortir des chemins de bateau? Vous voyez que les chiffres évoluent encore, mais les Nations Unies, 5,8%. René et Thérèse, il faudra communiquer ces observations à Teresa. B pour les organisations régionales, 3,8%, 11,3% pour les États membres,
5,7% pour les acteurs de la société civile, 3,8% pour les réseaux régionaux de médiatrices. Et ensuite, la conclusion, nous l'avons vu déjà pour la première question qui a été posée. Vous avez dit toutes ces autres questions. Donc, l'ensemble de ces acteurs, 68,5%. Kirsi, vous l'avez dit. Et c'est pourquoi je vous donne en première la question en guise de conclusion. Donc, vos réflexions sur ces résultats, sur ces réponses à cette question. Kirsi, si vous voulez bien nous dire ce que vous en pensez. Oui, nous devons agir ensemble, c'est clair. Mais les organisations régionales, les médiatrices locales, régionales, ont un rôle différent des acteurs de la communauté internationale. Et nous devons le reconnaître. Nous représentons une force importante. Donc, qui a la force de faire quelque chose et qui a plutôt des faiblesses et devrait faire moins peut-être. Si nous reconnaissons cela, alors peut-être pourrons-nous aller de l'avant. Mais en tout cas, bien sûr, globalement parlant, nous avons besoin de tous ces acteurs et il faut que les acteurs se reconnaissent réciproquement. Merci Kirsi pour ces conclusions. Mireille, si vous voulez bien, sur les résultats du sondage. Oui, bien sûr. Pour moi, il n'est pas tellement question de l'ensemble de ces acteurs. Et nous avons oublié de mentionner les secteurs privés. Mais les femmes, les jeunes filles doivent être autonomisées pour qu'ils puissent agir dans leur communauté, dans leur pays, dans leur secteur d'activité. Dans un mot, en guise de conclusion, et vraiment, j'ai tellement envie de vous dire que nous devons travailler en tant que réseau inclusif. Nous devons commencer par la mise en œuvre de ces recommandations qui s'accumulent. Nous devons appliquer l'agenda WPS au plan régional et national. Nous devons assurer l'inclusion des femmes, leur pleine participation. Nous devons créer des cadres inclusifs et qui répondent aux enjeux en termes de genre. Nous devons internationaliser le réseau des femmes médiatrices. Nous devons aborder des questions qui sont importantes pour l'ensemble des continents. Nous devons avoir comme aspiration la redistribution des femmes pour que les médiatrices fassent partie de la force. Il n'y a pas égalité entre médiateurs et médiatrices. Nous sommes loin d'avoir atteint nos objectifs. Les prochaines 20 années s'annoncent prometteuses et je suis sûr que ça ne durera pas 20 ans. Bien avant cela, nous aurons atteint cet objectif. Merci beaucoup. Merci René. Vos observations très brièvement sur... Oui, moi aussi, je viens d'apprendre que je dois brancher le micro. Bon, les résultats montrent que savent où se trouvent les responsabilités. Je me posais la question de savoir pourquoi nous ne pouvons pas progresser plus rapidement. Je pense que ce n'est pas à cause des femmes, c'est à cause des hommes. C'est à cause des hommes qui font obstruction, qui bloquent, qui gardent en place des normes patriarcales, des positions conservatrices en termes culturels et autres. C'est pourquoi nous tardons à mettre en œuvre. C'est pourquoi tous les efforts nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. D'où mon plaidoyer. Il faut faire participer les hommes. Et si je peux faire une proposition, si vous voulez, audacieuse, serait-il possible d'inviter au groupe de travail de cet annuel des hommes pour l'année prochaine? Bon, je sais que nous ne sommes pas exclus, mais peut-être même des zones de conflit.
pourquoi ne pas leur poser la question? Pourquoi avez-vous des difficultés à inclure des femmes dans ces processus? Je pense que ces questions seront certainement bien notées. Madame Rubimba, sur les résultats du sondage, brièvement. Donc, je me tourne vers l'ambassadeur Grata. Oui, nous voyons que les efforts visant à promouvoir les droits des femmes sont la responsabilité de tous les acteurs. Parfois, lorsque nous, après 20 ans de WPS, quand les gens me parlent, je ne sais pas toujours si je suis utile, car je comprends que du point de vue institutionnel, nous sommes bien engagés. Mais en termes de résultats, je suis un peu frustré, car ce qui manque, c'est un progrès. Nous ne sommes pas arrivés au point où nous aurions souhaité arriver au bout de 20 ans. Et lorsqu'on parle des Nations Unies, des organisations régionales, à mon avis, les Nations Unies sont déjà, je dirais, favorables aux femmes. Même les acteurs de la société civile, tout le monde semble être favorable aux femmes. Donc je pense qu'il faut creuser davantage cette question. Merci beaucoup. Et Madame Rubina, vous êtes en ligne maintenant. Quelques mots très brièvement sur les résultats du sondage. Je suis très intrigué par les résultats engagés par les organisations de la société civile ou les acteurs de la société civile. Enfin, il y a besoin de mettre l'accent sur le rôle des femmes au plan local. Il faut avoir une approche bottom-up, du bas vers le haut. Je pense également que les États doivent avoir une plus grande responsabilité en reconnaissant le travail qu'accomplissent leurs femmes. Car les conflits, souvent, se déroulent non pas à New York, mais dans les villages, dans les communautés. C'est là qu'il faut mettre, je dirais, la main à la pâte. Merci à vous toutes d'avoir participé si activement aujourd'hui et au cours des 15 dernières années. Et les discussions aujourd'hui et toutes ces semaines nous ont donné de nombreuses idées sur comment nous pouvons faire avancer la participation des femmes. Cette réunion a été organisée en coopération étroite par 5 réseaux régionaux de médiatrices. Nous les remercions tous et toutes d'avoir rendu possible ça. Nous voulons également remercier tous les partenaires de l'Alliance mondiale et des réseaux régionaux de médiatrices pour leur soutien à cet important travail vers une paix plus inclusive. Si vous avez manqué des parties de ces événements, les enregistrements de la session d'ouverture et de clôture seront en ligne sur la chaîne YouTube de l'Alliance mondiale et ce lien vous sera envoyé dans les jours à venir. L'Alliance mondiale se réjouit de rester en contact avec vous tous et toutes. Veuillez partager avec nous vos commentaires sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Women Mediators. En mon nom maintenant, je vous remercie de votre participation aujourd'hui au cours des 15 derniers jours. Je vous suis très reconnaissant.